Beaucoup, alors on va fonctionner de la manière suivante sur la table ronde. Je vais en faire une petite introduction, après quoi chacun des intervenants prendra la parole pendant 10 à 15 minutes pour essayer de faire passer quelques messages, puis après on prendra des questions ou des discussions avec la salle. Alors, je voudrais d'abord, avant de prendre la parole, je voudrais dire quelques mots, quoi dirait l'autre. Je voudrais simplement vous dire qui est autour de la table ronde et pourquoi. Alors, personne qui est dans la table ronde, on commencera par André Orongo. Et pour la raison suivante, c'est que vous avez sûrement remarqué que l'être humain est un animal muni d'un cerveau. Et si on tient absolument à ce que le cerveau ne fonctionne pas, la technique habituelle, c'est de jouer sur la peur. Et la meilleure manière de jouer sur la peur, c'est de jouer sur la santé. Donc il me semblait utile d'avoir quelqu'un qui connaît très bien les problèmes de santé, de commencer à nous introduire la table ronde. Après quoi, on se posera la question du parc actuel, des problèmes technologiques qui peuvent se poser dans le parc actuel. Donc, monsieur Olivier Lamarre, directeur adjoint de la division de production nucléaire d'EDF, nous donnera l'analyse qu'il fait de la situation. Il faut se poser la question aussi, évidemment, de savoir comment on entretient, comment on construit, comment on fournit le combustible, quelles sont les conditions pour pouvoir le faire de manière efficace et de manière sûre. Et c'est donc Bernard Fontana, président du comité exécutif de Framatome, qui vous donnerait la parole. Ensuite, Daniel Ververde prendra la parole pour donner une vision globale de la question. Jacques Percebois étant membre de la table ronde, comme membre permanent, si j'ose dire, venant de vous faire un exposé sur les aspects économiques. Moi, je suis auvergnat de naissance, donc je me pose toujours la question de savoir qui paye. Et je propose à Jacques qu'il puisse intervenir et compléter chacun des exposés avec ce regard-là. Et évidemment, il a toute l'attitude pour pouvoir compléter son propre exposé s'il le souhaite. Alors, je vais vous faire une petite introduction autour de ce thème. Quelles conditions pour une transition énergétique réussie et les enjeux techniques du nucléaire dans le cadre de la PPE, ce qui est le titre de la table ronde. Les engagements du pays en vue d'une neutralité carbone et la politique de diversification du mix énergétique sont une responsabilité au niveau de l'État, même si la nature même du problème, réchauffement climatique, et le contexte économico-industriel nécessitent une réflexion internationale, et en particulier européenne sur la question. Quand on envisage les énergies renouvelables sous ce point de vue, c'est une pénétration progressive des énergies renouvelables dans un système électrique historiquement développé pour une production d'énergie centralisée et pilotable, transportée et distribuée par des réseaux extrêmement développés et performants. Cette pénétration, qui ne peut être que progressive, conduit à poser la question des conditions scientifiques et techniques de coexistence entre l'énergie nucléaire essentiellement pilotable et les énergies dites renouvelables, pour la plupart essentiellement intermittentes. La prise en compte de cette coexistence et les recherches permettant de la rendre possible et efficace est un passage obligé pour la définition d'une trajectoire efficiente entre le mix énergétique actuel et celui vers lequel on veut tendre. Cette prise en compte sera aussi probablement, avec les conditions économiques de financement des investissements nécessaires, l'élément de contrôle de la cinétique de cette transition. Le taux de pénétration des énergies renouvelables peut être vu soit comme une contrainte, un engagement à tenir un pourcentage donné, soit comme un objectif, viser une pénétration maximale des ENR, soit comme une variable d'action, avoir la proportion d'ENR optimale pour satisfaire un objectif de coût ou d'indépendance énergétique ou de minimisation des impacts environnementaux. Décider d'en faire une variable d'action, une contrainte ou un objectif est essentiellement une décision politique. Si un choix est fait, il doit être assumé pleinement. La traduction de cette décision politique en termes de choix techniques et donc de besoins en termes de recherche est une question scientifique. La traduction de ces choix techniques en termes de secteurs industriels à développer, d'investissements nécessaires, d'opportunités de développement à l'export est une question de nature économique et industrielle. Cette coexistence entre la production d'électricité d'origine nucléaire
et le développement croissant des énergies renouvelables pose la question de la flexibilité du système énergétique, dans des configurations où la variabilité des consommations et des productions modifie considérablement les conditions de stabilité de l'approvisionnement. La nécessaire croissance de flexibilité ne peut se limiter à une déclinaison des moyens de produire l'électricité. Les leviers d'action sont multiples, la manœuvrabilité du parc électronucléaire actuellement dominant, et plus largement de sources conventionnelles pilotées, le pilotage accru des consommations, le développement des capacités de stockage, et enfin l'accroissement de capacités des réseaux de transport et de distribution, augmentation de la performance des installations existantes ou renforcement du maillage. Le problème posé est par nature systémique. Les questions de production de l'énergie, de son transport, de sa distribution, de son stockage et de sa restitution sont inextricablement mêlées, de telle sorte que toute tentative de solution séparée, comme quelle proportion d'ENR, ou quel vecteur énergétique, ou quelle stratégie de décarbonation des transports routiers, est vouée à l'échec si on l'envisage séparément. Chacune de ces questions est importante, mais les réponses à donner ne font sens que dans une vision système. La variété des questions posées par le positionnement de l'énergie nucléaire dans le cadre de la PPE nous a conduit pour cette table ronde à réunir des compétences qui vont de l'économie, coût et financement, à la médecine, risque sanitaire, de la construction des réacteurs et des usines combustibles pour construire le nouveau nucléaire, à leur exploitation, utilisation, maintenance, renouvellement, et enfin des exigences de la recherche dans le nucléaire nécessaires pour la transition. Nous avons choisi, sur ces questions, de donner la parole à des gens qui ont une connaissance opérationnelle de la question, parce qu'informer le citoyen et ses représentants nécessite d'interroger aussi ceux qui sont en charge aujourd'hui et seront en charge demain de la réalisation concrète des orientations prises. Et ma formation de scientifique et d'ingénieur me pousse toujours à penser que pour que les choses soient faites, il importe de s'assurer qu'elles sont faisables. Rester dans l'ordre du discours sans aborder concrètement le comment de l'action rappelle le mot féroce de Rivarol: c'est un immense avantage de n'avoir jamais rien fait, mais il ne faut pas en abuser. Imaginer que l'on peut rentrer dans l'ordre de l'action sans se poser la question de qui va faire, de comment attirer et maintenir les compétences nécessaires, conduira immanquablement à de cinglants échecs. Penser que des modifications aussi profondes, non seulement de la production mais aussi de la consommation, du transport, du stockage de l'électricité, et que des questions aussi difficiles que le couplage des vecteurs ou l'électrification des transports peuvent se traiter en se reposant sur un « l'intendance suivra », expose aux mêmes déconvenus que ceux qui, dans notre histoire, ont eu les mêmes illusions. Les intervenants de la table ronde vont nous parler très concrètement des enjeux techniques de l'électronucléaire dans ce nouveau contexte. Je voudrais terminer mon introduction par une invitation à réfléchir aux besoins en termes de recherche scientifique, et d'abord celle de la temporalité de cette recherche. Par court moyen terme, nous qualifions les recherches souvent de nature incrémentale qui peuvent être menées en parallèle au développement des technologies auxquelles elles se rattachent. Par moyen long terme, celles qui sont nécessaires avant même qu'on puisse envisager le développement d'une technologie qu'elle rendrait possible. Nous qualifions d'intemporelles les recherches de nature fondamentale dont on ne sait si elles conduiront à une technologie ni dans quel délai. Ces trois types de recherche sont nécessaires. Les trois nécessitent un pilotage de nature différente, du plus directif et souvent industriel pour la recherche à court terme, au plus libéral orienté par des projets incitatifs pour les programmes en recherche fondamentale. Les technologies à mettre en œuvre aujourd'hui pour la transition énergétique sont celles qui sont actuellement disponibles, et leur optimisation se fera par des recherches à court-moyen terme. Les technologies en rupture à échéance de 30 ans ne seront possibles que si l'on lance aujourd'hui les recherches à moyen terme nécessaires. Et les ruptures ne sont par nature pas prévisibles et ne peuvent se produire que grâce à une recherche fondamentale de haute qualité qui soit avertie des préoccupations génériques du problème de l'énergie et s'y intéresse. Engager le pays, pour ce qui est des besoins énergétiques, dans des choix qui reposeraient sur des ruptures scientifiques hypothétiques et à venir, me semble aussi raisonnable que
que de sauter d'un avion en espérant tisser le parachute dans la durée de la chute. Mon propos n'est certainement pas de stériliser l'innovation, mais de la séquencer dans l'action. Dans la LTECV et dans les engagements du président de la République, le nucléaire reste une proportion importante de notre électricité. Il faut réfléchir à ce qui le rend durable, rentable et sûr. Pour être rentable et sûr, il faut qu'il repose sur une industrie solide, qui sait attirer des compétences aussi bien chez les techniciens que chez les ingénieurs, et que le renouveau des générations permette de capitaliser le retour de l'expérience. Dans les engagements du pays, la lutte contre les émissions de CO2 est présentée comme une priorité. L'honnêteté vis-à-vis du citoyen demande que toutes les mesures proposées, y compris dans leurs conséquences systémiques, soient évaluées à l'aune de ce critère qu'on lui présente comme essentiel. Réfléchir aux enjeux techniques du nucléaire dans le cadre de la PPE, c'est tout simplement se demander comment on passe de l'ordre du discours à celui de l'action et comment on peut construire une trajectoire réaliste depuis la situation où nous sommes vers celle où nous voulons nous rendre. La construction d'une trajectoire n'est pas la tendance, ce n'est pas le travail laborieux de l'ingénieur tâcheron, c'est tout simplement ce qui nous permettra d'évaluer le réalisme de nos objectifs. Dans une question aussi cruciale pour notre pays que celle de l'énergie, nous ne pouvons pas faire l'économie de cette réflexion et j'espère que cette table ronde nous aidera à progresser dans ce sens. Je vous remercie. Donc je passe la parole tout de suite à André Auron.